Bon, comment tu Comment vas? tu vas? Ben ça va et toi et vous? Ouais, très Ouais, bien, très bien. Ah, très très bien. bien. On est content d'avoir un gars du Sud. Ouais, ça. Je suis pas dans le sud, mais Ça va chanter un peu. ouais, ouais, ouais. Ah, pour nous, t'es dans le Sud, hein. Ouais, mais là, je suis chez un ami en fait. D'accord. Mathieu, je te présente Pierre, qui va se présenter, Ouais. qui est avec moi et puis qui connaît bien David aussi. D'accord. Enchanté. Ouais. Enchanté. Je pense qu'on s'était parlé vite fait par message. David t'avait conseillé de me parler. Tu cherchais, je crois que c'était des conseils pour des visas pour des joueuses canadiennes. On t'avait vite fait échanger deux, trois messages, pas plus. Donc ouais, je m'appelle Pierre. Donc je connais David depuis très très longtemps. On vient de la même ville, Beaune, à côté de Dijon. Donc c'est un ami d'enfance. Et voilà, donc j'ai rejoint, donc je suis juriste de formation. J'ai fait un master en droit international de sport. Donc, je conseille des athlètes ou des agents sur les questions juridiques. Et c'est vrai que depuis un an et demi, j'ai rejoint Romain à Structure Camp Academy et quelque chose qu'on va faire après Étape Sport là, pour conseiller encore des associations, des collectivités aussi sur ça. Donc voilà, moi, à mon avis, c'est de questionner un peu plus sur comment dire, comment fonctionne une équipe D2 féminine, sur le budget, si pendant le, comment dire, le coronavirus, les mesures comme s'ils étaient en chômage partiel, des choses comme ça, un peu plus administratif, ressources humaines, comment tu gères tout ça. Et Romain, c'est l'aspect sur un peu ta carrière, aussi ta philosophie sportive aussi. On a eu pas mal de coachs, donc c'est aussi intéressant de voir les différentes philosophies. Donc voilà. Voilà, Mathieu. Bon, bah écoute, dans un premier temps, si tu peux te présenter, tu as une carrière, on va dire une carrière internationale. Tu as été un petit peu. Ouais, T'as bougé, quoi. ouais, j'ai connu l'étranger forcément. La carrière, elle est un peu atypique et elle est un peu. Même si j'ai toujours rêvé d'être entraîneur, elle reste atypique. Mais ben moi, j'ai 37 ans demain. Et, euh, et donc j'ai commencé à coacher à temps plein en 2009 dans l'Aveyron. Suite à mon BE, j'ai été embauché par mon club Donner le Château à temps plein en tant qu'éducateur sportif et secrétaire du club, comme ça se fait beaucoup dans les clubs de niveau R1 avec des équipes de jeunes au niveau régional aussi, où il y a souvent qu'un employé qui est un peu multitâche, mais ça permet de toucher à tout, donc c'est formateur. À la suite de ça, j'ai décidé de partir au Québec pour voir autre chose, hein, me, me sortir de ma zone de confort. Là-bas, j'ai passé quand même 6 ans et demi où j'ai pu toucher autant au public féminin que masculin, et autant chez les tout petits que dans la préfo, de la formation ou même des seniors sur 2 saisons. Et puis l'été dernier, l'opportunité de Rodez au niveau de la D2 féminine et de la responsabilité du pôle féminin s'est présentée. Je me voyais mal refuser un challenge comme ça. Donc voilà. Mais j'étais pas nécessairement parti. Le foot, je passais mes certifications à côté de mes études de géographie, histoire. Donc j'étais pas forcément parti pour en vivre à temps plein. Et donc là, aujourd'hui, tu es de retour sur on va dire, un club professionnel féminin. Oui, oui, Euh, professionnel, le club il est en train de passer le cap professionnel puisque les garçons sont montés en Ligue 2. mhm. Puis c'est un secret pour personne que les sections féminines dépendent de plus en plus de ce qui se fait chez les garçons, quoi. Donc oui, on est en train de. Même si les filles sont descendues donc l'année dernière en D2, qu'on n'a pas malheureusement réussi à remonter, forcément le fait d'avoir les garçons en Ligue 2 et que le club se structure en niveau professionnel, c'est facilitateur. Et C'est deux structures différentes. J'imagine le côté féminin et la structure professionnelle masculine. On est géré par la SASP, autant les filles que les garçons. Ah ouais, ok. Ça marche. Donc moi je suis salarié de la SASP comme les salariés chez les garçons. Après c'est deux, pardon, c'est deux pôles distincts,
Mais on est sous l'égide de la SASP, les deux sections, donc ça c'est un bon point, ça montre aussi la volonté du club que les filles sont importantes. Ah, complètement. Non, il y a des clubs qui, des fois, le pôle féminin appartient toujours à l'associatif. Ouais. C'est quand même c'est une bonne chose pour vous, je pense. Oui, je pense que ça démontre surtout la volonté des dirigeants. Ouais. Ça c'est important. Mathieu, on a des jeunes qu'on fait partir au Canada. D'ailleurs, tu as connu William, qui est au Celtics. Des jeunes éducateurs, on leur permet de vivre une expérience là-bas. Et certains reviennent, d'autres peuvent rester là-bas, ils trouvent leur compte. Est-ce que c'est un passage important, toi, dans ta carrière d'éducateur? Est-ce que tu penses que tu serais le même aujourd'hui et tu aurais les mêmes opportunités en France si tu n'étais pas parti? Je pense pas. Après, j'ai conscience que même si le club de Rodez, j'y avais jamais travaillé, si j'étais pas ruténois, on n'aurait certainement pas fait appel à moi à Rodez. Donc, le fait que je sois originaire de la ville est quand même un facteur important. Maintenant, non, je serais pas le même, c'est certain. C'est certain parce que j'en avais besoin pour grandir, de partir. Et je pense que, au même titre qu'une joueuse qui peut quitter mon équipe aujourd'hui, pour la France, partir de chez soi, là où on connaît tout le monde et un peu comment ça se passe pour tout, où on est dans le confort au final, ça fait grandir. Qu'on rentre rapidement ou qu'on s'y installe, peu importe, même si ça peut être un échec, il y a quelque chose à en tirer. Moi, personnellement, au début, j'ai souvent pensé à rentrer. Puis au final, j'y suis resté. Et maintenant que je suis revenu, ça me manque régulièrement aussi. Parce que, 6 ans et demi, c'est une autre vie. C'est pas juste une expérience de ponctuelle. C'est 6 ans et demi, tu as le temps de t'acclimater, de te faire à la culture, de bien comprendre les rouages du foot au niveau québécois. Et de prendre tes repères, d'autres repères, sans la famille à côté ou les amis d'enfance. Mais c'est dur de revenir après parce que tu reviens, tu es un peu nord-américain au final. Ouais, tu développes cette culture. C'est pas pareil. Toi, t'es parti, tu avais déjà le BEF donc? Ouais, je l'avais eu en 2008-2009. Est-ce que tu as passé des formations au Canada? Tu as passé des formations d'éducateur au Canada? D'éducateur, non, j'ai eu les équivalences. Ouais. J'étais en train d'en passer une de directeur technique au moment où j'ai quitté le pays. Donc pour le moment, c'est en sommeil, ça, parce que c'était compliqué. J'ai essayé de la suivre à distance, mais honnêtement, en arrivant dans un projet D2, et la gestion de tout un pôle féminin, c'était difficile à assumer. Alors, avant que tu nous parles de ton nouveau poste sur une D2 féminine, au Canada, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant comme différence entre le football français et le soccer québécois pour un jeune, par exemple, qui arrive, un jeune français qui débarque au Québec? Quelle différence il va trouver? Déjà, ça dépend le niveau, ça dépend le projet de la personne. Si tu me parles de quelqu'un qui s'en va pour jouer en semi-pro, par exemple, c'est le plus haut niveau qu'il y a au Québec, ça reste du niveau provincial, avec l'appellation semi-pro et l'assimilation à un niveau professionnel, ce qui est très bien parce que ça démontre leur volonté de se développer. Le premier truc, moi, qui m'a frappé, même à un niveau moindre chez les seniors, par exemple, c'est la dimension athlétique. C'est que le nord-américain, québécois ou autre, dès qu'il fait un sport et qu'il y a un classement, c'est une machine. Tu vas pas croiser beaucoup de gars qui sont pas... Même à bas niveau, tu vas pas croiser beaucoup de gars qui sont sur la fin et qui se laissent un peu vivre, quoi. Comme tu peux voir en France des mecs qui ont joué en CFA, qui vont jouer en régional, qui courent plus trop, qui jouent sur les acquis, qui sont des super joueurs,
là-bas, j'en ai pas croisé beaucoup, quoi. J'ai plus croisé des jeunes qui vont vite, qui sautent haut, qui rentrent fort dans les duels et bon, tactiquement, il y a des différences. Ça va tellement vite et ça va tellement fort dans les duels que tactiquement, c'est une autre dimension. Puis moi, les Français que j'ai eu en semi-pro, ils ont souvent eu du mal à s'acclimater. Ouais. Et inversement, parce que c'est pas le même football, c'est pas la même culture. Et moi, je le rattache au fait que là-bas, ils ont que des sports quasiment où tu as une phase de jeu puis tu as une phase arrêtée. Donc, dès que ça joue, c'est à bloc. Et le foot, au final, c'est un des seuls sports qui se fait là-bas où il n'y a pas de. Où le jeu s'arrête presque jamais, quoi, à part quand il y a des sorties de balles, mais c'est pas des laps de temps d'une minute où on refait la stratégie, etc. Que tu vois le football américain, le ballon tombe, ça s'arrête. Le basket, il y a beaucoup de temps mort aussi. Le hockey sur glace, c'est pareil. Tu as beaucoup de temps mort. Donc ils sont beaucoup dans l'intensité. Je pense que tu as dû le voir quand tu y as été. C'est ce qui change principalement. Ouais. Et quand tu es coach, le plus dur, c'est leur faire comprendre les temps forts et les temps faibles dans le jeu. Moi, c'est mon ressenti. Du moins sur les clubs, amateurs ou même de très bon niveau, c'est la plus grosse difficulté sur les structures pro qu'il y a là-bas. C'est un peu plus dans les mœurs, mais parce qu'ils travaillent beaucoup aussi pour ça. C'est quand même pas surprenant parce que c'est plusieurs fois qu'on a eu plusieurs coachs. On a eu Johan Damey, Elliot Prost, aussi qui est coach en USL2 aux États-Unis. Et ils ont pointé la même chose du doigt, la dimension physique et athlétique qui est très très importante sur le côté nord-américain. C'est vrai qu'ils ont cette culture du corps, ça devient, c'est vraiment très important pour eux, quoi. Ah ouais, non, mais moi j'ai joué un peu pour dépanner dans les équipes des clubs où j'ai travaillé. C'est plutôt d'aller à la gym, à la salle assez régulièrement. Et c'est qu'en France, on n'a pas cette culture autant du corps, quoi. Non, on l'a pas, mais de notre côté, si on fait le chemin dans l'autre sens, tous les Québécois ou Canadiens qui viennent en masculin ou en féminin, ils ont ces qualités qui ressortent, mais au niveau du jeu derrière, ils sont aussi souvent en difficulté. Ouais. Est-ce que toi, d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec ta nouvelle équipe, qui est quand même une équipe pro, équipe professionnelle? Est-ce que justement, c'est des choses des fois que tu retrouves pas assez, cette culture de l'athlète en France, par exemple sur ton groupe de joueuses ou même les clubs que tu rencontres? Oui, la dimension, elle est plus faible, quoi. Même si nous, descendants de D1, peut-être qu'il y a certains moments où on l'a vu un peu facile et on a été surpris dans l'engagement au niveau de la D2. C'est pas le même engagement que la D1. Mais oui, c'est sûr que il y a moins cette dimension-là. Ouais. C'est clair. C'est plus réfléchi. Comment est constitué ton staff, Mathieu, sur une D2 féminine? Tu as combien de personnes? T'es seul ou t'es accompagné? Moi, je suis entraîneur. Après, j'ai pas à proprement dit d'adjoint. C'est pour ça que sur le prépa physique, on est en recherche de quelqu'un qui a un BMF à côté pour pouvoir assumer ce rôle. Et sinon, après, j'ai une entraîneur des gardiens qui est là une fois par semaine et sur les matchs, quand elle ne travaille pas. Et une dirigeante bénévole et le coach de la réserve qui vient me donner un coup de main une fois par semaine aussi à l'entraînement. Donc c'est à dominante sur le volontariat autour de moi, à part le préparateur physique et moi, il n'y a pas de personnes qui sont détachées à temps plein sur l'équipe. Ça reste un petit club familial quand même, c'est ça? Ça reste, oui, il y a cette dimension-là familiale, même si on est à la SASP. Après, c'est, je pense, le lot de beaucoup de clubs encore en D2 féminine en France, où le budget, on compte, on est proche de ses sous. Les filles sont toutes professionnelles? Non, moi j'ai énormément de filles
Cette saison, la saison dernière, j'en avais qu'une qui faisait que du football. Les autres étaient toutes étudiantes ou travaillaient à côté. D'accord. Et sur un planning hebdomadaire, c'est quoi? Combien de séances? C'est 5 séances semaine, donc soit terrain, soit en salle, en muscu. Mais voilà, c'est la réalité qu'on a à Rodez, c'est qu'on est encore sur ce modèle-là, comme beaucoup d'autres clubs, et qu'on s'entraîne le soir à 19h. Donc, c'est ce que j'ai souvent dit aux filles, c'est que c'est plus difficile d'être joueuse à Rodez et performante le week-end que quand tu es professionnel à 100%, parce que s'entraîner après sa journée de travail à 19h, 5 fois par semaine, plus les déplacements que la D2 implique, faut le vouloir. Faut le vouloir, Ouais. et c'est un aspect à considérer dans la fatigue, que ce soit mentale ou physique. Moi, j'en ai une qui est postière, par exemple, elle fait souvent 9 à 12 km par jour à pied. Ouais. Puis le Ça, faut soir, que tu le prennes en compte. quand tu es sur une séance forte, Et j'imagine pour le recrutement, ça doit être assez compliqué. Vous prenez toujours des joueuses un peu du cru ou tu essayes d'élargir, vu que tu as des connexions aussi au Canada, tu y as déjà pensé? oui, oui, on essaye d'élargir. Après, faut pas mentir aux gens. Moi, quand je parle avec une joueuse, c'est ce que j'ai dit. La réalité du club, c'est qu'on s'entraîne le soir. En 2020-2021, on s'entraînera encore à 19h. Après, est-ce que les gens sont prêts à le faire ou non? Okay. Déjà, ça peut être rédhibitoire dans une discussion. Mais c'est vrai qu'après, faire venir des gens de loin, des fois, ça peut être compliqué, mais on est loin d'être les seuls à s'entraîner le soir. C'est ce que j'allais te dire c'est le modèle standard pour le football féminin pour l'instant, non? Sur une D2. Oui, quasiment. Après, il y a quand même des clubs qui, quand ils ont que des étudiantes, ils arrivent à faire des jours plus tôt. Ou quand ils arrivent à faire des contrats fédéraux à mi-temps, ils arrivent à faire l'après-midi, par exemple. Ça existe en D2. Oui, ça existe en D2. Il y a des clubs comme Nantes, ils y passent doucement. Voilà, ça existe. Je pense qu'à Lille, ils sont sur ce modèle aussi. Je connais moins parce que c'était pas dans notre pool. Saint-Etienne aussi, ça doit être. Ça m'étonnerait qu'ils soient le soir à 19h. Donc voilà, c'est après, bon, avec les joueuses qui font du foot ou qui ont du temps libre, cette année, on va essayer d'imaginer des créneaux de travail spécifiques sur les après-midi ou les matins. Comment ça s'est passé ton départ, le tout début sur le club, un peu d'appréhension de passer d'un milieu amateur quasiment depuis que tu as débuté sur un club quand même professionnel? Est-ce que c'est simple ça? Les premières semaines ont été top. Et derrière, ça a été un peu plus compliqué parce que au début, je suis rentré le 23 juillet, j'ai commencé le 29, donc j'ai pas eu trop le temps de tergiverser. Et je me suis lancé là-dedans et au début, c'était impeccable. Puis après j'ai eu des périodes où c'était plus compliqué parce que voilà, il y a des grosses attentes aussi de la part des joueuses. Et il y a des situations où je dois progresser en termes de communication et de coaching. Donc, mais voilà, moi je suis partisan de quand on est en difficulté, c'est qu'on apprend. Donc, et l'exigence aussi du haut niveau, l'exigence du très haut niveau, tu l'as senti tout de suite en arrivant ou... Oui, après, je pense que comme dans tout groupe, même au plus haut niveau, ça dépend des. C'est pas comme si j'étais coach de tennis où j'avais un ego à gérer. Il y a 20, 22, 24 caractères différents, 24 niveaux d'exigence différents. Donc après, c'est arriver à vite connaître ces joueuses pour pouvoir en tirer le meilleur. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, ajouter au pôle féminin en entier à gérer, j'ai peut-être raté des petits trucs, mais c'est vrai qu'en termes d'exigence, c'est pas tous les jours simple parce que les déplacements, les entraînements tous les soirs tard, parce que
pour le staff aussi, c'est pas évident de s'entraîner tard le soir 5 fois par semaine. Sur du haut niveau comme ça, c'est contraignant. Le vendredi, tu finis à 20h30. Le samedi matin, à 8h, tu es dans le bus pour toute la journée. C'est. La pression ne relâche jamais. Ouais, c'est exigeant. Ça, c'est un des gros points que je vais apprendre à faire, c'est couper. Et pour revenir sur cette période si particulière là, comment déjà est-ce que vous avez été impacté vous par l'arrêt? Est-ce que vous jouiez la montée? Non, on était trop loin là. On avait perdu des points dernièrement, puis en première partie de saison, t'étais à la première journée. Hein, t'as vu qu'un match, Romain, mais t'as vu un match représentatif de notre saison, c'est-à-dire que sur 90 minutes, on avait du mal à être régulière dans ce qu'on faisait et que les moments où on était moins bien, on n'a pas su éviter d'être puni. Donc voilà, on a laissé des points en route bêtement. Puis au fur et à mesure que tu laisses des matchs échapper comme ça, tu perds du terrain. Puis le fait que ça se répète, ça marque de plus en plus. Donc non, nous, pas impacté par le Covid au niveau. Pas d'impact. Non, on était à 2 points. Et la gestion avec tes joueuses, comment, ou avec même le staff, sur cette période où vous ne pouvez pas se voir, est-ce qu'il y a eu comment t'as gardé le contact? Le but était de continuer à travailler avec d'autres outils ou... Les filles, on a été très réactifs avec prépa. Elles ont reçu des programmes individuels d'entretien physique. Puis après, en termes de contact, au début, ça a été tous les 15 jours qu'on gardait contact avec elles, autre qu'en prenant des nouvelles occasionnellement. Là. Et puis voilà, mais on avait décidé de couper parce que voilà, on était sur... c'est tombé à un moment où c'était rédhibitoire notre écart avec les premiers et que je pense que tout le monde avait besoin de couper. Donc on a gardé contact, pas tous les jours, loin de là. Mais elles ont eu, oui, par contre, au cas où on reprenne, elles ont eu du travail à faire individuellement. Même si encore là, t'as aucun moyen de contrôler. Puis on a beaucoup de joueuses qui vivent en appartement. Donc. Ouais, c'était dur pour elles. Ouais, ça a été compliqué pour tout le monde. Cependant, ça a fait du bien au niveau des têtes de couper. Et voilà. Et nous, au jour d'aujourd'hui, on a toujours pas repris. On reprendra qu'en juillet. Pour reprendre en juillet, préparation. Ouais, logiquement, au 20 juillet, c'est en train de se confirmer. Le groupe a bougé? Ouais, il y a beaucoup de mouvements. On est encore en pleine période de recrutement, ça se met en place, mais le groupe bouge pas mal. Mais ça, j'en suis pas surpris parce que quand tu descends D1, que tu rejoues une montée immédiate et que tu la manques, je pense que c'est logique qu'il y ait un renouvellement. Parce que l'an dernier, ça avait gardé une ossature et je pense que tout le monde misait beaucoup sur la montée et que ça a fait mal de ne pas le réussir. Et ce sera de nouveau l'objectif pour la saison prochaine? L'objectif, il est clairement de jouer de se mêler à la lutte pour l'accession. Oui. Ouais, la direction souhaite s'orienter sur ça, moi aussi. Et puis, de toute façon, en D2, c'est soit tu joues le haut, soit tu joues le bas. Hein. Donc, on veut regarder au-dessus. On a un recrutement qui s'oriente sur des jeunes à fort potentiel et en essayant de conserver des cadres. Et voilà. Et on rappelle aussi que tu es responsable général sur le pôle féminin. Ouais. C'est quoi l'objectif là sur l'ensemble du pôle? L'ensemble du pôle, c'est encore du développement. On est on va dire une ville de grandeur moyenne, un département assez rural avec des grandes distances, puis peu de grands axes. Donc, à part sur l'agglomération, c'est difficile de trouver des joueuses sur les petites. Sur la préfo U13, U15, on essaye d'étoffer en élargissant un peu, mais
Après, voilà, on est partisan du fait que celles qui jouent en mixité au plus haut niveau, il faut qu'elles y restent. Après, par contre, on est proche des clubs pour celles qui jouent en mixité à un plus bas niveau et qui souvent ont moins de temps de jeu, passant les catégories U13, U15. Là, on essaye d'être en communication avec les clubs pour éventuellement les récupérer, tout en gardant des distances raisonnables et un mode de fonctionnement raisonnable par rapport aux distances qui sont les nôtres au niveau de l'Aveyron. Mais voilà, après on a les 19 qui sont descendus de nationaux. L'objectif il est d'avoir créé un groupe pour jouer la remontée, parce que c'est toujours mieux d'avoir les 19 nationaux. Et voilà, mais le leitmotiv sur la section féminine, c'est développer, pérenniser, parce que voilà, c'est jeune, puis à Québec où je peux en parler, les filles viennent moins naturellement au foot en France, encore, Ouais, ouais. même s'il y a eu la Coupe du Monde. Donc, combien de licenciés ça représente le pôle féminin? Comment? Combien de licenciés féminines sur le pôle, à peu près? Au club, les mixités, parce qu'on en a quelques-unes qui jouent en R1 U15, enfin une qui joue en R1 U15, on est autour de 140 incluant la D2. D'accord. Je me rends pas compte sur les clubs féminins, mais c'est quand même un bon nombre. Ouais, c'est pas. Comme... Je pense que c'est un bon petit bassin. Ouais. Ouais, c'est un bon bassin, ouais. Sur un milieu rural comme celui-ci, c'est déjà pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que le cahier des charges de la Fédé pour les labels, il est exigeant, quoi. Donc, faut jamais lâcher pour maintenir les effectifs. C'est ça qui est difficile aussi chez les filles. Il y en a beaucoup chez les types qui viennent un an, qui partent, donc il faut en trouver d'autres. Ok. Bon, bah, Mathieu, merci en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de ton temps. Ouais, avec plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis, ce parcours, il montre un peu la voie aussi à d'autres éducateurs français qui pourraient avoir envie de s'exiler. Ouais, mais faut pas en avoir peur, honnêtement, parce que c'est très enrichissant. Et personnellement, moi, je regrette rien parce que ça m'a fait grandir et rencontrer plein de monde. Et, je serais pas avec vous si j'avais pas été au Canada. Je Ouais. C'est une belle expérience, c'est sûr. Ça, c'est certain. Eh bien, on suivra le Rodez. Comment il s'appelle le club exactement? Rodez Aveyron Football, la section féminine l'année prochaine. Et puis on croise les doigts pour une pleine réussite en 2022. Ouais, 2021. On l'espère, ouais. En 2022, je sais pas. En 2021, ouais. 2021. Ouais. 2021. Fin 2021. On espère la pleine réussite du club. D'accord. Ben vous aussi, hein, je sais pas où vous en êtes dans vos projets, mais puis par rapport à la situation, je sais pas quelle est l'évolution pour vous, là, vous concernant. Évidemment que toutes les activités ont été mises à l'arrêt, comme tout le monde. Mais voilà, on a bien préparé pour que la reprise soit belle. Les frontières étaient fermées, donc les voyages étaient compliqués. Donc il y a pas mal de stages de mis de côté, mais on sait que ça repartira voilà, à la rentrée ou 2021, c'est sûr. Donc on a plein de belles choses à faire encore et puis à montrer la voie à d'autres éducateurs parce qu'on est certain qu'il y a des belles choses à voir de l'autre côté de l'Atlantique. Non, mais c'est certain, c'est certain. C'est pas tant au niveau de football que culturel, que organisationnel. Voilà, on a à apprendre. Non, mais ça c'est clair. T'en as d'autres qui vont partir? Vous en avez d'autres qui vont partir? Ouais, on en a d'autres sur le processus. Bah, après, tout s'était stoppé, donc les PVT, tout ça, c'était mis de côté, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va être relancé. Mais on a bon espoir qu'à la fin de l'été, ça reparte. Ouais. Et nous, ouais, pareil, on a une étrangère qui doit arriver là. Bon, avec un contrat de travail, logiquement, ça devrait le faire. Ouais. Bah ouais, on verra bien. Je pense qu'à la fin de l'été, on sera pas mal. Oui, bah, ils ont ouvert l'Europe. Hein. Je pense qu'au 1er juillet, ça va rebouger aussi.
les Québécois, ça y est, ils ont repris la pratique, ils sont partis. Là. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Mais tant mieux pour eux, donc ça devrait s'ouvrir. Même si c'est surréaliste ce qu'on a traversé là. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Finalement, après coup, on se dit on s'est passé vite quand même, mais on a vécu quelque chose d'incroyable. Oh, on réalise pas. Puis la reprise, ça va être quelque chose, je pense. Je sais pas, je sais pas. Et puis quand on voit que les saisons sont même pas terminées encore, on nous parle de la Ligue des Champions. En féminine, il y a la Coupe de France qui doit se terminer. Ouais. Avec l'Euro l'année prochaine, avec possibilité d'avoir des groupes plus importants, donc ça veut dire une compétition encore plus intense, plus longue. Je sais pas comment ça va se passer. Et économiquement aussi. Économiquement, il y a des clubs qui en pâtissent. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Ouais, ça va être une année particulière là, c'est sûr, ce qui nous attend. Il va falloir être fort. Ouais, c'est sûr. Il va falloir être fort. Bon Mathieu, je te dis à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci encore, Mathieu. Ouais, et puis bonne chance au club et bonne chance à toi. Ouais, ben merci, au plaisir. Passez une bonne journée. Ciao Mathieu. Salut. Salut.